Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, par avance, je vous prie de bien vouloir m'excuser si je suis peu audible. Je vais faire de mon mieux. Alors, la semaine dernière, en ouvrant le colloque Patrimoine et religion, j'évoquais la grande fierté que j'avais à être doyen d'une faculté aussi performante et dynamique. La séquence que nous sommes en train de vivre avec deux colloques aussi rapprochés, quasiment consécutifs, accueillant à la fois des intervenants et des orateurs prestigieux et probablement uniques en son genre. Je suis donc, j'insiste, particulièrement honoré de vous accueillir aujourd'hui en ces murs. La semaine dernière, à l'exception des organisatrices, je n'avais remercié personne. Alors cette fois-ci, je vais me rattraper. Donc je commencerai par remercier la présidence, qui nous fait le plaisir, une fois encore, d'ouvrir une de nos manifestations. Donc ce jour, par l'intermédiaire de notre vice-présidente en charge de la recherche, Corinne Duboin. Je voudrais remercier M. Bernard Chemin, président du tribunal administratif, qui il y a quelques mois nous recevait chez lui au TA, à l'occasion de la rentrée solennelle du M de droit public. Je suis heureux d'avoir l'occasion de vous accueillir à mon tour. De nos collègues métropolitains qui ont fait le long voyage afin d'éclairer l'ensemble des participants de leur lumière, et notamment M. Verpeau, président de l'Association française de droit des collectivités locales, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui, mais qui devrait ultérieurement réaliser une synthèse des travaux. Je voudrais remercier aussi nos glorieux anciens, Jean-Yves Rochoux et André Oraison, ceux qui ont fait le choix de nous quitter et que nous regrettons, Frédéric Sauvageau, qui n'est pas encore arrivé, et enfin et surtout les organisateurs, Didier Blanc et François Caffarelli, qui n'ont pas ménagé leur peine et que je remercie chaleureusement de contribuer au rayonnement de notre faculté et au-delà de notre université. Alors je ne me hasarderai pas à discuter du thème de ce jour, car je n'en ai pas les compétences, mais je voudrais souligner deux dimensions qui, à mon sens, méritent que l'on s'y arrête. En premier lieu, le fait que le traitement de la question ne fasse pas l'objet d'un entre-soi. Alors certes, le thème est transversal, mais l'ouverture aux autres disciplines ne va pas toujours de soi dans le milieu universitaire. C'eût pu être une journée consacrée à la dimension juridique de la départementalisation, puisque nos deux co-organisateurs sont juristes, mais ça n'est pas le cas, et c'est assez rare pour devoir être souligné. Nous aurons les regards croisés d'économistes, d'historiens, de politistes, de juristes et de sociologues. Merci donc à nouveau aux organisateurs et aux intervenants issus de ces différentes disciplines d'illustrer le fait que sur certaines thématiques, il existe une véritable complémentarité entre universitaires. En second lieu, et dans le même ordre d'idées, l'ouverture aux hommes et femmes politiques, qui elle non plus ne va pas toujours de soi dans les colloques universitaires. Nul doute que la table ronde de cet après-midi, qui au regard des personnalités présentes s'annonce particulièrement intéressante, offrira un éclairage sur le sujet assez différent de celui que nous proposerons les universitaires. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vous souhaite une excellente journée et les débats les plus fructueux qui soient. Monsieur le doyen, monsieur le président, chers collègues, mesdames, messieurs, donc le président de l'Université de La Réunion vous prie de l'excuser, étant ce matin pris par ailleurs, et il m'a donc chargé de le représenter pour l'ouverture de ce colloque. Et c'est pour moi un plaisir réel que d'être parmi vous. J'ai eu plus souvent l'occasion de venir à la faculté des lettres dans le cadre de différents colloques organisés dans vos murs. Et donc aujourd'hui, le colloque porte sur les 70 ans de la départementalisation ultramarine. Je commencerai par souhaiter la bienvenue aux participants extérieurs et les remercier de leur présence. Je salue l'initiative prise par nos collègues du CRJ, le Centre de recherche juridique, notamment Didier Blanc et François Caffarelli, qui sont tous deux spécialistes de droit public et qui organisent cette rencontre dans une approche pluridisciplinaire, comme l'a souligné le doyen, en présence de juristes, d'historiens, de politologues, de sociologues, mais aussi de personnalités politiques et de magistrats, ce qui permet donc de croiser les perspectives et les regards dans un enrichissement mutuel.
Ce colloque se tient d'ailleurs dans le cadre de la Fédération OSOA, Observatoire des sociétés de l'océan Indien, dont le directeur et la directrice adjointe sont parmi nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, de développer une approche pluridisciplinaire d'une même question. Un colloque est d'ailleurs toujours un moment important pour un laboratoire dans l'animation scientifique, mais aussi dans la valorisation des travaux de recherche. C'est un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu d'apprentissage pour nos jeunes chercheurs, qu'ils soient doctorants ou étudiants de master. Donc je salue à nouveau le dynamisme des collègues du CRJ dans l'organisation de ce colloque. Alors, je ne suis pas juriste ni spécialiste de la question. Alors, tout d'abord, j'ai regardé le programme que vous m'avez transmis. J'ai déjà trouvé l'affiche originale et symbolique. Je trouve qu'elle renvoie immédiatement, en tout cas c'est ma lecture, je ne sais pas quelle est la vôtre, elle renvoie immédiatement au concept de centre et de périphérie qui sont évoqués dans votre résumé, avec la métropole et les départements d'outre-mer au pourtour, mais avec au cœur de l'Hexagone 4 figures historiques et emblématiques de l'histoire politique de l'outre-mer, de l'histoire coloniale et post-coloniale de la France. D'autre part, vous évoquez une commémoration, mes 70 ans. Donc il s'agit pas uniquement d'histoire, mais aussi de mémoire, et donc comment regarder le passé, quelle mémoire construire. Donc cette journée scientifique, dont le programme révèle la richesse et la diversité des communications, apportera des éclairages sur le passé, mais également sur les problématiques actuelles et sur les multiples défis du temps présent pour l'avenir. Et elle suscitera, j'en suis sûre, des débats stimulants. Aussi, je vous souhaite à tous une belle journée et de bons travaux. Je vous remercie. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. S'il est un sujet auquel la Réunion ne pouvait pas échapper après des changements qui ont marqué la France d'outre-mer depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, c'est bien celui de la départementalisation ultramarine dont on marque en ce moment le 70e anniversaire. Ce colloque, qui fait un retour utile, et je dirais indispensable, sur le passé pour comprendre l'avenir, prend donc toute sa place dans les réflexions actuelles sur l'avenir institutionnel des Outre-mer et en particulier de la Réunion. Et il est d'autant plus intéressant de le faire à la Réunion que cette collectivité a marqué un soutien indéfectible au modèle unitaire de la départementalisation, conçu depuis 1946, alors que d'aucuns le trouvent aujourd'hui quelque peu ringard, pour ne pas dire dépassé ou à bout de souffle. On ne parle plus en effet de l'outre-mer, comme jadis, mais des outre-mer, pour prendre en compte leur diversité régionale et culturelle, au nom d'un droit à la différence qui est aux antipodes du mot assimilation qui a longtemps fait florès et dont la départementalisation était en réalité la continuation. Dans ce paysage diversifié et la persistance d'une diversité statutaire depuis 2003, la Réunion fait un peu figure d'exception. Et dans ce contexte, il apparaît paradoxal que Mayotte ait fait le choix de la départementalisation en devenant département d'outre-mer. C'est vrai que c'était une vieille revendication depuis le 31 mars 2011, à un moment où d'autres ont fait le choix d'une plus grande autonomie. C'est sans doute que la départementalisation a des vertus persistantes, et qu'il y a des explications à cela. C'est précisément tout l'intérêt de ce colloque d'en faire le bilan dans ses différentes composantes, dans un esprit pluridisciplinaire, et d'en mesurer les différents éléments qui comptent. C'est pourquoi le juriste de droit public que je suis et l'institution que je représente, puisque je préside à la fois le tribunal administratif de la Réunion, mais aussi celui de Mayotte, est particulièrement heureux d'être associé aux travaux scientifiques de ce colloque, aux côtés donc de l'université, avec laquelle le tribunal administratif a connu l'année dernière une convention de partenariat
pour son Master 2 de droit public. Et donc, je remercie à travers Madame la Présidente, je remercie le Président Rochdy d'avoir souscrit à une telle démarche, ainsi que le doyen Rizzo, pour leurs mots de bienvenue et qui m'accueillent aujourd'hui dans cette enceinte. Je remercie particulièrement le professeur Didier Blanc, qui est organisateur de ce colloque avec Monsieur François Caffarelli, de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir que le praticien que je suis peut, grâce à vous, s'extraire de sa charge quotidienne avec son lot de dossiers contentieux et prendre le temps de la réflexion notamment sur l'évolution de notre droit. J'en profite également pour remercier, permettez-moi de remercier Madame Julie Dupont-Lassalle, qui intervient aujourd'hui dans ce colloque, qui est co-responsable du Master 2 avec le professeur Maisonneuve, droit public, et avec lesquels nous avons développé cet accord de partenariat qui rapproche les universitaires et les étudiants en droit public et les rapproche du droit tel qu'il se pratique et permettent de nombreux échanges. Permettez-moi enfin de saluer ainsi tous les professeurs et maîtres de conférences qui apportent leur contribution à la réussite de ce colloque, sans oublier Frédéric Sauvageau qui va en présider la première séance. Frédéric est en effet un magistrat du tribunal administratif qui a l'avantage, je dirais, de bien connaître le sujet pour y avoir consacré une thèse, et en même temps connu l'évolution de ce droit depuis plusieurs années, puisqu'il exerce au tribunal administratif, notamment à Mayotte, avant et après la départementalisation. Alors, en ouvrant ce colloque avec la présidence de l'université et le doyen de la faculté de droit, il ne m'appartient pas, bien évidemment, d'apporter des réponses aux questions que pose la départementalisation. Je suis évidemment curieux d'entendre les contributions des uns et des autres à ce débat qui s'avère très riche. Je dirais simplement que dans ma position, qui est celle du juge administratif, la départementalisation peut apparaître comme la formule la plus confortable, puisque, pour simplifier, dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution que sont les départements d'outre-mer, c'est en principe le régime de l'assimilation ou de l'identité législative qui s'applique, ce qui veut dire que le droit commun est applicable de plein droit, et tel est le cas de la Réunion, alors que dans les collectivités d'outre-mer, de l'article 74, c'est le régime de la spécialité législative qui les régisse. Tel était le cas de Mayotte avant la départementalisation. Il reste, malgré tout, que dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements peuvent faire l'application d'adaptations tenant aux caractéristiques et aux contraintes particulières de ces collectivités, et ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences, si elles y sont habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Mais l'article 73 de la Constitution prévoit également que par dérogation, et pour tenir compte de leurs spécificités, ces collectivités peuvent être habilitées, selon le cas par la loi ou le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières, pouvant relever du domaine de la loi et du règlement. Voyez donc que cette évolution vers un régime plus autonome et plus diversifié qu'autorise la Constitution rend plus complexe le rôle du juge en la matière. Mais à La Réunion, cette dérogation prévue par l'article 73 n'y est pas applicable, ce qui est aujourd'hui controversé. En tout cas, cela ne dispense pas le juge administratif de vérifier à chaque fois s'il n'existe pas des dispositions particulières, ce qu'il doit examiner d'office, car cela relève du champ d'application de la loi. Je ne citerai pas des exemples, mais on voit que les dispositions particulières sont quand même assez nombreuses. On en trouve notamment dans le Code de l'environnement, en matière de pêche, dans le Code forestier, dans le Code de la construction de l'habitation, sans oublier bien évidemment le Code général des impôts, où on a un droit spécifique incitatif pour l'outre-mer. À La Réunion, le tribunal administratif, malgré tous ces éléments, est relativement peu saisi de cas où le problème de l'application des dispositions d'adaptation se pose, ce qui ne veut pas dire que dans l'application du droit commun, il n'y ait pas une aspiration à la prise en compte de situations spécifiques dans l'interprétation du droit que l'on nous demande. Mais bien évidemment, l'exercice a ses limites. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de la départementalisation qui correspond à une aspiration légitime à une égalité des droits avec la métropole. Vous connaissez la formule célèbre, il s'agit de faire des habitants de ces collectivités des citoyens à part entière et non plus entièrement à part. C'est une aspiration que j'ai profondément ressentie dès que je suis arrivé à Mayotte et que j'ai posé le pied au tribunal. Interrogé par les médias locaux, si je considérais que les Mahorais pouvaient bénéficier des mêmes droits que les autres, j'ai bien évidemment répondu que les lois de la République avaient normalement vocation à s'appliquer sur ce territoire.
Mais immédiatement, on m'a posé la question, ne pensez-vous pas tout de même qu'il y a des spécificités à Mayotte dont vous faut tenir compte et de me demander ce que je pensais des caddies. C'était un petit peu la question piège. La départementalisation, dans son application pure et simple à Mayotte, pose le problème de la prise en compte d'une spécificité qui pouvait ou qui pourrait sans doute beaucoup mieux être prise en compte si la collectivité relevait de l'article 74, comme auparavant. Qu'est-ce qu'on fait à Mayotte de la justice cadiale? On a une spécificité très forte à Mayotte, très différente de la Réunion, qui exige une forte adaptation. J'insisterai pas sur tous ces éléments qui sont largement connus et qui ont été d'ailleurs analysés dans le récent rapport de la Cour des comptes. La situation à Mayotte est donc aujourd'hui complexe puisqu'on y est passé depuis l'indépendance de ce territoire à un régime de spécialité législative intégrale à un régime de spécialité tempérée, puis depuis 2011 l'application d'un régime qui va être progressif d'identité législative sans que tout bien sûr ne puisse se faire tout de suite. Tous les pans du droit applicable à Mayotte sont en train d'être revisités, ce qui n'est pas simple et prend du temps. Le Code du travail applicable à Mayotte en est un exemple. C'est, vous le savez, une des principales revendications actuelles et des troubles qu'il y a à Mayotte en ce moment, l'application du droit commun du Code du travail. Un certain nombre de réformes ont dû intervenir en matière de fonction publique pour permettre une harmonisation de la fonction publique locale avec les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, ce qui n'est pas simple. Dans le domaine du droit des étrangers, qui est important à Mayotte, celui-ci était régi par une ordonnance spéciale, l'ordonnance du 26 avril 2000. Elle a été, du fait de la départementalisation en 2011, abrogée et remplacée par une nouvelle ordonnance, abrogée par une ordonnance du 7 mai 2014, qui rend applicable le CESEDA, le Code de droit commun à Mayotte, mais avec de nombreuses dispositions particulières. On y voit que, par exemple, les dispositions d'éloignement n'y sont pas applicables. Résultat, pour le tribunal, une grande complexité à gérer, ce qu'il doit faire d'office. Auparavant, il fallait trouver à Mayotte quel était le texte qui s'appliquait, ce que les partis souvent ignoraient d'ailleurs. Et quand on n'en trouvait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et maintenant, nous avons un véritable kaléidoscope, ce qu'il nous faut vérifier dans quelle mesure le droit est applicable, ce qui dépend de la date d'entrée en vigueur des nouveaux textes, puisque cette départementalisation est progressive, et d'examiner le champ d'application des dispositions particulières. C'est un véritable chantier, c'est tout l'enjeu actuel de l'application de la départementalisation à Mayotte, qui ne peut être que progressive. Quand on pense qu'il a fallu énormément de temps pour l'appliquer à La Réunion, que l'on réfléchit maintenant à l'égalité réelle et que les spécificités de Mayotte ne sont pas celles de La Réunion. Mais bien évidemment, il n'est pas question pour moi de refaire l'histoire. La finalité commune est celle de la prise en compte des aspirations légitimes des populations d'outre-mer. C'est sans aucun doute un immense défi, mais un défi passionnant et passionné qui doit mobiliser toutes les énergies et qui ne manque pas, c'est tout l'intérêt de ce colloque, de laisser une place importante et en tout cas un vaste débat. Je vous remercie de m'y avoir associé.